Salut, alors aujourd'hui on va s'intéresser un peu au problème des niveaux qui résident dans une chaîne audio, des disparités qui existent entre les différents appareils, les problèmes qui peuvent survenir dans le monde analogique ou le monde numérique, et quelles sont les limitations de chacun, quels sont les avantages, les inconvénients et les situations difficiles et délicates qu'on est à même de rencontrer. Et d'ailleurs, on finira d'ailleurs sur l'exemple le pire qu'on puisse imaginer à ce niveau-là, dans le monde mix, où on a mélangé deux avec toutes sortes de situations vachement difficiles à résoudre. Néanmoins, bon, avec quelques règles de base, avec quelques principes relativement simples, on peut déjà éviter des situations vraiment difficiles qui sont quelquefois insolubles et qui mettent le système dans une situation très défavorable techniquement. Alors, on va commencer simplement d'abord par le monde analogique, qui lui est relativement simple. Il est simplement lié à deux contraintes opposées. La première, c'est qu'on veut que le niveau soit le plus élevé possible sur toute la chaîne pour avoir un rapport signal sur bruit le meilleur. Et d'un autre côté, on est limité par la saturation de certains étages dans toute la chaîne. Saturation qui vont mettre de la distorsion, alors que peut-être qu'en bout de chaîne, le niveau n'est pas si élevé que ça. Il peut y avoir des saturations locales, parce qu'au milieu de la chaîne, on se retrouve avec des niveaux très élevés qui sont atténués après. Donc en fait, ces deux phénomènes contradictoires doivent être équilibrés, de telle sorte qu'on arrive à un compromis qui soit le meilleur possible, avec quand même une marge de sécurité. Donc, les problèmes de bruit arrivent en général lorsqu'on a des systèmes avec soit des appareils analogiques qui viennent de mondes différents, en général monde pro, où les niveaux sont beaucoup plus élevés, et le mode grand public, avec des niveaux qui sont en gros un ordre de magnitude inférieur, à peu près x10. Donc on se retrouve avec des appareils qui peuvent être très différents. Un autre problème, c'est on est sur un système multi-amplifié et on a des haut-parleurs avec des rendements extrêmement différents. Il peut y avoir 10 décibels ou 15 décibels d'écart entre deux haut-parleurs. On a, par exemple, des sources qui sont extrêmement différentes et qui peuvent avoir des plages de dynamique extrêmement larges et difficiles à prévoir. Donc, ici, on se retrouve vraiment avec des situations où les cas peuvent être extrêmement variables alors que les règles sont extrêmement simples. Alors, que faire ? En fait, idéalement, le problème se décompose en vraiment deux parties distinctes de réglage de niveau. Le premier, c'est en général un réglage de niveau fixe qui permet d'égaliser toutes les voies d'un système. Ce sont des réglages que l'on fait une fois pour toutes lorsqu'on règle son système et après on n'y touche plus. La deuxième partie, c'est le réglage de volume lui-même, qui doit faire varier le volume globalement du système. Le réglage du volume, lui, manifestement, il y a un moment où il peut être très bas, donc évidemment on est dans une situation défavorable. Mais il faut que ce soit le plus tard possible. Donc il faut jongler entre les réglages de niveau fixes et le réglage de volume pour avoir une plage de réglage de volume qui soit la plus large possible sans que le bruit de fond devienne prépondérant. Et c'est pas toujours évident à calculer, surtout quand on a des systèmes avec des très grandes disparités entre éléments. Donc, la règle, on va dire la règle principale, lorsque on veut régler un volume ou régler un niveau, c'est de se mettre le plus tard possible dans la chaîne. Parce que dans ce cas, on agit sur les signaux les plus élevés possibles sur toute la chaîne d'amplification. Donc, si on se retrouve avec une chaîne, ici on a une entrée, je vais prendre le cas le plus extrême, c'est une cellule à bobine mobile, qui a des signaux de l'ordre du microvolt. Donc on va se retrouver avec un préamplificateur, éventuellement un autre étage. Alors ici, ça risque d'être un étage de très grand gain. Ça peut être un gain de l'ordre de 100 à 1000. Ici, on peut avoir éventuellement un autre gain avec... Alors ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être une correction RIA adaptée à la cellule. Après, on peut se retrouver avec éventuellement un filtrage actif. Et éventuellement, après, des amplificateurs qui vont sur les haut-parleurs. Bon, tout ça dans une chaîne analogique. Hein. Là, je suis dans un système purement analogique. Donc ici, on se retrouve vraiment avec tout un lot d'amplification qui devient difficile à maîtriser dès lors que l'on mélange des appareils entre eux et qu'on les multiplie. Surtout quand on a des marques différentes, on ne sait pas forcément quels sont les gains des appareils, etc. Quand on manipule ce style de source,
les cellules à mobile, il y a une énorme disparité de niveau disponible d'un modèle à l'autre. Et donc, ces préamplificateurs RIA, soit ont un gain énorme, mais ils peuvent saturer pour des cellules qui seraient avec des niveaux plus élevés, soit ils n'ont pas un gain suffisant. Dans ce cas-là, ils auraient beaucoup de bruit de fond pour des cellules qui fournissent peu. C'est un compromis. C'est pour ça que ce genre d'appareil contient des gains variables en interne. Pour déjà choisir les gains ici les plus adéquats pour une cellule donnée. C'est souvent le cas. Donc ça, c'est une des situations simples où déjà on a besoin d'un réglage de niveau, ne serait-ce que pour coller à ce style de récepteur. Alors si ici on a un CD, évidemment on va directement éventuellement rentrer là ou peut-être là, mais disons bon, ici on a un système de sélection de sources et ici on a des niveaux beaucoup plus élevés. Donc ici pour un CD on est au maximum 2 volts. On peut se retrouver avec une autre source qui sera à 1 volt. Il peut y avoir des grandes différences de sources. Le problème, c'est que beaucoup de sources ont des niveaux totalement inconnus qu'il faut mesurer parce qu'ils ne sont pas fournis par le constructeur. Surtout dans les trucs audiophiles, les trucs à tube ou les choses comme ça, où les niveaux, c'est pas super bien documenté. Donc déjà, ici, surtout pour ce cas de figure, il y a des réglages de niveau qui sont faits vraiment pour le matériel et on ne peut pas faire autrement. Alors, la règle la meilleure, enfin, a priori, dans la majorité des cas, c'est de mettre le réglage de volume à la dernière minute, c'est-à-dire le mettre juste avant les amplificateurs et les mettre en simultané en sortie. Bon, si on n'a qu'un seul ampli avec des enceintes multivoix, ben, on le met juste avant l'ampli. C'est le cas le plus favorable. La seule difficulté ici, c'est que tous les étages d'avant doivent amplifier, s'amplifier, s'amplifier. Donc si ici on a beaucoup de gains et ici on a un gain moyen, celui-là peut saturer parce qu'on a une cellule qui fournit un peu trop. Donc on pourrait avoir une saturation dans cet étage-là alors que l'atténuation est après. Auquel cas il faudrait mettre plutôt l'atténuation ici. Mais ici on va travailler sur des niveaux relativement faibles, donc on n'est pas dans le cas idéal. Donc le choix, évidemment, c'est le plus tard possible sans qu'il y ait une saturation avant. Évidemment, ce n'est pas toujours facile à avoir. Bon, quand on a un système intégré en une seule pièce, évidemment, le constructeur est censé avoir mis là où c'est le plus favorable. Mais quand on a des éléments enchaînés comme ça, des fois, ça peut être le plus favorable de le mettre là quand on rentre ici, et le plus favorable de le mettre là quand on rentre là, ce qui rend les choses encore plus délicates. Néanmoins, dans la majorité des cas, pour tout ce qui est volume global du système, il faut le mettre le plus tard possible. Parce qu'on va agir sur les niveaux les plus élevés possibles. Et pour tout ce qui est risque de saturation d'un étage en interne, il y a en général, pour les appareils bien conçus, des atténuateurs ou des gains variables en fonction des entrées. Donc ça, à la limite, dans le monde analogique, on arrive quand même à s'en sortir parce que les règles sont simples et il n'y a pas trop de soucis. Alors, techniquement, c'est quoi la limite ? Dans le monde analogique, c'est quoi la limite du système pour atténuer? On va parler ici du réglage du volume. La limite, c'est le bruit du système évidemment, mais l'atténuateur, c'est un potentiomètre en général. Donc, un potentiomètre, c'est simplement une résistance qui est coupée en deux avec une sortie. Donc, on a un signal qui rentre, et puis ici, on a une sortie avec un simple diviseur de tension. Ça, c'est l'atténuateur typique dans le monde analogique. C'est le plus simple. Après, il y a des variantes de ça, mais bon, en général, c'est ça. Parce que quand on est en multicanal, c'est souvent, on utilise un potentiomètre avec plusieurs couches, etc. Quelle est la limite de ça? Dans le monde analogique, la limite de ça, c'est que ce sont des résistances, donc elles sont attachées d'un bruit intrinsèque, bruit thermique. Ce qu'on appelle le bruit de Johnson. Toute résistance génère un bruit, quoi qu'il se passe. Le bruit est d'autant plus élevé que la résistance est élevée. Mais bon, je ne vais pas rentrer ici dans un cours sur le bruit en soi, il y aura des épisodes associés à ça, mais bon, disons pour le cas des résistances, le bruit, en gros, la formule de base, c'est le bruit thermique, une tension thermique RMS, ça se calcule, c'est la racine de 4 fois la constante de Boltzmann, la température, la résistance et la largeur de bande passante sur laquelle on veut évaluer le bruit. C'est-à-dire que plus on va mesurer le bruit sur une large bande passante, plus il va être élevé, plus il va inclure de fréquences. Donc, c'est une racine carrée ici, tout simplement parce que le bruit est une énergie, les tensions sont au carré dans une énergie, hein, donc on se retrouve avec évidemment ces racines carrées ici. Donc, ce bruit RMS ici
et varie avec la résistance, il varie avec la température aussi, et varie avec la bande passante. Donc toute résistance dans un circuit va générer du bruit. Donc c'est une raison pour laquelle les potentiomètres doivent se mettre le plus loin possible. Déjà, ça permet d'atténuer des signaux les plus élevés possibles, mais en plus ça permet d'éviter d'avoir un bruit intrinsèque au potentiomètre qui vient se superposer à un signal qui serait trop faible. C'est le risque. Donc la limite de résolution d'un potentiomètre, c'est son bruit intrinsèque. À partir du moment où on va réduire trop le signal, où la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée va être de l'ordre de grandeur du niveau de bruit intrinsèque de la résistance, en fait, on se retrouve à la limite utilisable d'un potentiomètre. Donc on voit que le bruit intrinsèque d'un potentiomètre est lié directement à sa résistance. C'est pour ça que les potentiomètres de valeur élevée sont défavorables. Malheureusement, la tendance a été au fil des années, depuis les années 70 jusqu'à actuellement, à utiliser des potentiomètres de l'ordre de 100 kΩ ou éventuellement 50 kΩ, qui sont des valeurs extrêmement élevées et sont très défavorables au niveau bruit. Dans l'ancien temps, entre guillemets, au début des trucs des transistors, les trucs à transistors, on se retrouvait avec des fois des potentiomètres de 10 kΩ, ce qui est déjà nettement mieux. Donc on a ici un rapport d'1 sur 10, donc ici on a à peu près un rapport d'1 sur 3 au niveau de bruit. On a 3 fois moins de bruit quand on passe de 100K à 10K. Donc idéalement, il faut utiliser les potentiomètres de la plus faible valeur possible. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas descendre, parce qu'à la limite, autant descendre à 1 kg, ou même moins. C'est pas grave, les potentiomètres comme ça existe. Le problème, ici, c'est que, si je redessine ça un peu dans un circuit, c'est que on a une source, on va avoir le potentiomètre, moi je préfère le dessiner avec deux résistances, c'est plus lisible, et on a la suite. Le problème, c'est que si ça, c'est la valeur du potentiomètre, si c'est trop faible, le problème, c'est que la source ne peut pas forcément débiter du courant suffisant dans une charge trop faible. Donc, la capacité en courant de la source précédente n'aime pas trop, limite fortement la valeur de résistance qu'on peut mettre ici. Et souvent, des appareils n'aiment pas du tout être chargés par quelque chose de trop faible. En général, 10 kΩ, ça passe. Mais pas toujours. 10 kΩ, ça passe. On monte à 100 kΩ, comme ça on est sûr. Et le problème, c'est que le bruit augmente. Donc, le problème, c'est que faire pour continuer à baisser les résistances des potentiomètres pour avoir un niveau de bruit plus favorable? Mais, il y a une technique qui est très simple, mais qui ici nécessite de l'électronique, c'est de bufferiser le potentiomètre. C'est d'utiliser un simple ampli-op entre les deux. Et là, ça permet d'utiliser des potentiomètres beaucoup plus faibles. Alors comment on fait? Simplement, on charge l'étage précédent par une résistance qui était équivalente au potentiomètre d'avant, si on va dire 100K, et on va mettre un simple suiveur qui, lui, va être chargé par la sortie. Un simple 5532 ou 5534 peut charger 1 kΩ. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir au total 1 kΩ. Par rapport à 100K, on a 10 fois moins de bruit. C'est considérable. Simplement, en mettant un ampli-op qui coûte 50 centimes d'euros et un potentiomètre d'1 kΩ, on a divisé par 10 le bruit potentiel du système. Sachant que lui, il est en gain unitaire, donc il fournit très peu de bruit. J'ai dû le noter, je crois. On est aux environs de moins 120 décibels de bruit, en suiveur comme ça, d'une manière intrinsèque. Ici, on a une résistance d'1 kΩ qui fournit un bruit encore plus faible que ça. Donc l'impact de ça est quasiment négligeable par rapport à l'ampli-op. Déjà, ce niveau-là, il est beaucoup plus faible qu'un potentiomètre de 100K. Alors la subtilité ici, c'est, ouais, mais il y a une résistance de 100K, elle va fournir du bruit superposé. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça parce que l'étage précédent, lui, il a une impédance de sortie. Et en fait, quand on étudie le circuit de manière dynamique, c'est comme si cette résistance-là était court-circuitée par la résistance interne de l'appareil précédent. Et les appareils précédents, ils ont une résistance interne qui est faible, beaucoup plus faible que les 100K. Donc la résistance 100K, elle est court-circuitée par la résistance interne de l'appareil précédent. Donc le bruit ne va avoir aucune influence parce qu'il y a un appareil connecté derrière. S'il n'y avait pas de connexion ici, il y aurait du bruit, évidemment. Mais c'est l'appareil derrière, c'est la résistance source de sortie de l'appareil qu'il y a derrière qui chante complètement ici.
Par contre, quand on est dans un potentiomètre, on pourrait dire oui, ben, d'accord, ok, mais la résistance interne de l'appareil précédent aussi, il chante. Sauf que ici, ça chante ça, mais on se retrouve en fait, si on suppose qu'elle est négligeable par rapport au potentiomètre, on se retrouve en fait avec un potentiomètre avec deux résistances en parallèle, comme ça. Et le cas le plus défavorable, c'est quand on est au milieu. C'est-à-dire que pour un potentiomètre de 100K, on a en fait deux résistances de 50K en parallèle. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une résistance de 25K en sortie. Ça donne le bruit d'une résistance de 25K si la résistance de sortie de l'appareil précédent était nulle. Et en fait, si on est d'un côté ou de l'autre, on est dans un cas plus favorable. Le cas le plus défavorable de bruit d'un potentiomètre, c'est quand on est au milieu. Ça, bon, après, on peut le démontrer par des simples diviseurs de tension, mais disons qu'ici, la résistance de 100K ici, elle est toute seule et elle est chantée par la résistance de sortie de l'appareil précédent. Donc en gros, ça c'est comme si ça n'existait pas. Et la seule résistance génératrice de bruit, c'est ça. Et éventuellement l'ampli-op qu'il y a là. Donc si on a peur d'utiliser ça, ben, on utilise un AD797, quelque chose d'encore plus faible bruit, avec une très bonne alimentation. Et voilà. Et là, on a un potentiomètre dont on a encore amélioré la qualité de bruit, dont on a augmenté la plage d'utilisation. Au monde analogique, de toute façon, les potentiomètres sont de toute façon très supérieurs à ce qu'on va voir dans le monde numérique sur la plage d'utilisation. Parce que le bruit, c'est toujours le bruit qui limite hein, dans les bas signaux. Au-delà du fait qu'on l'alimente trop fort et qu'il n'ait pas de dissipation suffisante, attention aussi à ça, les potentiomètres ne savent pas dissiper beaucoup, surtout les potentiomètres logarithmiques, ils savent dissiper que très peu de watts. Hein, on est dans la dizaine ou quelques dizaines de milliwatts. Il faut regarder les docs du constructeur, c'est extrêmement fragile. Donc il faut faire gaffe quand on met un potentiomètre par exemple un peu trop faible, en logarithmique, sur un appareil style Pro qui fournit un signal peut-être de plus ou moins 10 volts RMS, le potentiomètre peut se retrouver à être en surtension. Il faut se méfier. Les potentiomètres sont très fragiles. Donc, il faut vraiment ici se limiter. Alors, il existe des montages un peu plus compliqués que ça qui permettent d'utiliser des potentiomètres linéaires et d'avoir des courbes pseudo-logarithmiques avec ampli-op. Alors, pour voir ça, le bouquin de Douglas Self fournit des tas de configurations de potentiomètres, on va dire, actifs, bufferisés, qui ont des courbes un peu logarithmiques, ce qui permet d'utiliser des potentiomètres linéaires, qui sont déjà plus faciles à appairer quand il y en a plusieurs, qui supportent mieux les tensions, les courants, parce que la piste est, on va dire, la piste est continue, elle ne varie pas en résistance sur le long de toute la plage. Hein, donc c'est beaucoup plus robuste et c'est beaucoup plus facile à trouver en couches multiples pour les multicanaux. Bon, quoi qu'il en soit, le potentiomètre est de toute façon très supérieur à tout ce qui est atténuation au niveau numérique. Simplement parce que là, on est uniquement limité au bruit de fond du potentiomètre. Et là, on va tout de suite, justement, passer dans le monde numérique. Les règles sont les mêmes, en fait. On ne veut pas aller trop bas dans les signaux parce qu'on a le bruit de fond, on ne veut pas aller trop haut parce qu'on a une saturation. Alors la saturation dans le monde numérique, elle est encore plus brutale, c'est qu'il y a un nombre limite et au-dessus, on ne peut même pas y aller. Donc c'est une troncature pure et simple. Donc c'est beaucoup plus brutal que dans le monde numérique en général, dans le monde analogique en général. Et le problème, c'est que autant une résistance à un bruit qui est quand même relativement faible, donc on a une plage d'utilisation qui est vachement large, autant dans le monde numérique, en fait, cette plage d'utilisation est beaucoup plus restreinte. Et en fait, autant dans le monde analogique, c'est le bruit qui limite, autant dans le monde numérique, c'est aussi le bruit qui limite. Mais ce n'est pas le même, c'est ce qu'on appelle ici le bruit de quantification, c'est-à-dire les arrondis de calcul. Si on travaillait avec des nombres très larges, on se retrouverait dans des situations analogues à des potentiomètres analogiques. Sauf que ce n'est pas le cas. On est limité sur la taille des nombres qu'on manipule et ce sont les troncatures de nombres et les limitations, le fait que les nombres soient des valeurs discrètes en valeur, que l'on a un bruit qui va limiter la plage d'utilisation. Alors dans le cas des potentiomètres analogiques, la plage supérieure, c'est la tension que le potentiomètre peut accepter en fonction de sa valeur. Dans le cas numérique, c'est carrément le 0 décibel qui est vraiment une valeur plafond infranchissable. Et c'est en ça que, dans le monde numérique, les potentiomètres numériques sont systématiquement moins bons que les potentiomètres analogiques. C'est naturellement parce qu'on travaille avec des valeurs beaucoup plus tassées.
Et quand bien même on travaillerait avec des nombres à 32 bits, on se retrouve de toute façon avec des limitations. Alors là, on va dire, tout dépend de quel appareil est utilisé avec un flux de données particulier. Tout dépend si on utilise un DSP, si on utilise un convertisseur analogique numérique, un convertisseur numérique analogique, si on utilise une transmission SPDIF. Toutes ces situations-là ont une sensibilité différente à la troncature et au type de signal qui fonctionne. Donc c'est là où je parle de sensibilité dans le flux. Ce n'est pas pareil de régler un volume en entrée SPDIF, en sortie SPDIF, dans un DSP, dans le DAC lui-même. Toutes ces positions, même s'ils vont agir sur un flux numérique, auront un impact différent lorsqu'on veut agir sur les niveaux. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on va prendre quelques exemples. Je vais prendre dans ce cas-là un système avec un DSP, un traitement et puis une sortie numérique standard. On va prendre une sorte de grosse boîte noire. Donc ici, on va avoir éventuellement un ADC donc, qui va fournir un flux. Ici, on va avoir un DSP, donc le flux va rentrer dans le DSP, il va sortir du DSP, et ici, on va sortir avec un DAC. Voilà. Donc ce qui nous intéresse ici, évidemment, on est dans le monde analogique. Donc là, éventuellement, on va avoir un ampli, ici un préampli. Et voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Alors, il y a plusieurs, dans une chaîne comme ça, qui est plus grande qu'on ne le pense. Hein. Ça peut être un DSP, ça peut être un codec, ça peut être différents trucs. Un DCX, par exemple, c'est exactement ça. Ce qui nous intéresse, c'est les flux tels qu'ils circulent à l'intérieur. Alors, ici, j'ai oublié quelques entrées. Ici, je vais mettre une entrée SPDIF et une sortie SPDIF. Ce sont deux autres types. J'ai marqué SPDIF. Voilà exactement le type de flux numérique qui peut circuler dans ce style de boîte noire. Alors, selon le lieu où on est, atténuer les valeurs, ici donc des nombres, n'aura pas le même impact. Alors, ici, on va, admettons, on utilise un ADC, ici par exemple ça va être du 24 bits. Ici, on va sortir, éventuellement ça peut être du 32 bits. Les DAC en général, bon, c'est réglable, c'est réglable. On peut donner le mot que l'on veut en sortie, c'est souvent des sorties I2S, donc on peut dire je veux une sortie sérielle sur 32 bits, etc. Donc à la limite, on va mettre le maximum, donc on va se retrouver avec des lignes avec des tailles maximum. Ça, c'est les lignes qui viennent de tous ces appareils conversion analogique numérique. Le SPDIF, ça va peut être du 16 ou du 24, tout dépend de la source. En sortie, on va dire, bon, on est le mieux possible, on est en 24. Parce que, ben voilà, ici, le DSP, lui, va pouvoir sortir ce qu'on veut. Donc ici, évidemment, il faut un transmetteur, ici un récepteur, qui va faire les choses. Donc, ça va convertir éventuellement en valeur 32, si on veut. Ici, on va rester en 32 au niveau interne, et puis en sortir en 24. Donc ça, ce sont des convertisseurs, ce sont des récepteurs et des émetteurs SPDIF, qui eux vont se conformer à la norme. SPDIF, c'est 24 bits au plus, ça n'ira pas plus loin. Donc, on peut travailler sur le bus interne sur 32 bits, et le DSP, lui, ben, il peut travailler encore en un autre format. Par exemple, il peut travailler en 32 bits flottant, en nombre à virgule flottante. Ici, ce sont en général des nombres entiers, signés en sortie. Donc, par la raison même que les différents bus ont des types de formats plus ou moins larges, on voit bien que régler un volume selon l'emplacement va être différent. Et plus on va faire un réglage de volume sur des bus qui ont des données étroites, plus on va avoir de dégradation lorsqu'on va baisser en niveau. Donc ici, la règle, c'est de faire les réglages de volume sur les endroits où il y a le plus de précision, évidemment. Mais, il y a un mais quand même. Imaginons, c'est le DSP qui fait les réglages de volume. Très bien, lui il travaille en 32 bits flottants, ou ça peut être en 64 bits, comme on veut. Donc, on est dans la situation où on a le maximum de précision lorsqu'on fait un réglage de volume. En plus, c'est le plus pratique, parce que lui, il va piloter tous les amplis, etc. Sauf que,
Si en sortie, on utilise le SPDIF pour attaquer des amplis qui ont une entrée SPDIF. Le problème, c'est qu'on a une conversion vers quelque chose qui est plus réduit que ça. Donc ici, ça va être défavorable. C'est comme si on faisait la réduction au niveau SPDIF, à peu de choses près. Donc, faire un réglage de volume sur une sortie SPDIF, de toute façon, c'est le format SPDIF qui va limiter. Ce n'est pas les calculs en interne, simplement parce qu'il y aura une conversion vers le bas. Bon, 24 bits, c'est pas mal. C'est mieux que de faire le réglage de volume en entrée SPDIF 16 bits, évidemment. 24 bits, on a quand même une certaine, on va dire, une certaine sécurité. Hein. On a 8 à 10 bits de marge sur lesquels on peut agir sans vraiment dégrader grandement. Néanmoins, à partir du moment où on sort avec une réduction de format, faire du réglage de volume avant, ça ne sert pas à grand chose. À part mettre quelques petits algorithmes spécifiques pour tout ce qui est en bas, mettre un petit bruit superposé pour rendre le bruit plus agréable. Bon, ça c'est disons, des améliorations, mais de toute façon on coupe des valeurs, on les tronque, et donc régler un volume sur quelque chose qui sort en SPDIF, c'est le cas le plus défavorable. Or, encore pire si on règle le volume sur l'entrée. Bon, en général, on le fait en sortie, on règle tout en même temps, on ne va pas régler, c'est plus délicat de régler en entrée. Éventuellement ici, on peut avoir des réglages de niveau fixe en fonction des gains des différents étages, mais bon, c'est pas trop le sujet. Mais ici, idéalement, le réglage du DSP se justifie surtout si on sort directement sur des DAC. Pourquoi? Parce qu'en fait, contrairement au SPDIF, on va tronquer des nombres par division. Simplement, si on règle le volume plus bas, ben, on divise les nombres par une constante, hein, ils viennent de plus en plus petits. Il n'est pas pareil de régler le volume via le DAC. Il y a vraiment deux choses qui sont très différentes, et en réalité, on croit que c'est la même chose, mais ce n'est pas du tout la même chose. Il y a deux manières de voir. Maintenant, je me situe dans la sortie DAC. Bon, la sortie SPDIF, régler un volume sur sortie SPDIF, c'est pas idéal. Bon, quand on n'a pas le choix, il vaut mieux sortir avec le maximum de précision SPDIF et faire le volume dessus. Bon, on va dire c'est raisonnable. Maintenant, si on utilise une sortie par DAC et qu'on attaque des amplis directement en analogique, ici, on est dans une double situation. Soit on est dans un flux numérique. Bon, je symbolise ça par un potentiomètre, mais c'est un réglage, c'est un pur calcul. Et ensuite, j'attaque un DAC en sortie. Soit je donne le flux qui attaque le DAC. Et le DAC, il est programmé, comme par exemple le SS, avec ou les DAC Texas Instruments, Burr Brown, les PCM 1792, ça. Soit le DAC lui-même gère le volume. Alors là, c'est complètement différent. Parce que c'est comme ici, ça va tronquer le flux numérique. Par exemple, on va passer à 32 avec des atténuations, on va peut-être passer à 24 ou moins, enfin, on trompe le flux numérique. Dans ce cas de figure, le flux numérique est conservé et c'est à la conversion, dans la machinerie de conversion, que l'atténuation va être prise en compte. Elle va être à cheval entre le monde numérique et analogique. Donc, il est bien préférable d'utiliser les réglages de volume dans les DAC, en général, que de faire une atténuation en amont et de laisser le DAC faire directement avec un volume à 0, enfin à 1 plutôt. Il vaut mieux utiliser les DAC en réglage de volume parce que le réglage de volume ne va pas se faire sur le flux, mais va se faire à la conversion, ce qui est tout à fait différent. Donc, ici, on est dans une situation meilleure si le DSP pilote en même temps le DAC au niveau de son volume. On est dans une situation beaucoup plus favorable à ce niveau-là et on n'est pas obligé ici d'avoir des potentiomètres. On peut, d'une manière assez avantageuse, quand on est dans cette situation-là, avoir des réglages de volume qui sont en fait semi-analogiques, semi-numériques. Parce que dans le cas des ESS ou des choses comme ça, qui sont des variantes de delta sigma, en fait c'est le modulateur qui va être plus ou moins travaillé. Et de toute façon, en interne, ces DAC ont des valeurs beaucoup plus larges de travail. Et c'est vraiment un système qui a été optimisé pour se retrouver vraiment dans la conversion et non pas dans les nombres qui vont rentrer avant. Donc c'est beaucoup plus avantageux. Alors il existe aussi une autre technique qui marche tout aussi bien, mais là on est plus dans le monde analogique. Mais c'est un monde mixte dans ce cas-là, on verra après, c'est de mettre un potentiomètre analogique commandé par DSP. Dans ce cas-là, ce serait plutôt ici un potentiomètre là et le DSP le commande. Alors ici, ce serait par exemple des styles des PGA
je ne sais plus quelle est la référence, PGA quelque chose, qui sont en fait des amplificateurs opérationnels analogiques dont le gain est commandé en numérique. Mais ça, on se retrouve à cheval. Mais c'est pas la peine trop de faire ça parce que les DAC de haute qualité permettent de faire un réglage de volume de très haute qualité. L'ESS le permet très bien. Alors il y a une vidéo d'un des concepteurs de la puce ESS qui explique tout cet aspect potentiomètre intégré à ces DAC qui permettent d'obtenir quelque chose qui est quand même assez proche d'un potentiomètre analogique au niveau de la plage d'utilisation, parce que le réglage de volume se fait plus du côté modulation que du côté nombre binaire qui rentre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si on peut le faire, si on peut avoir un système comme ça, c'est beaucoup plus intéressant plutôt que de faire le volume sur du SPDIF, ce qui est beaucoup moins, c'est le cas le plus défavorable. Malheureusement, ce qui est bien avec le SPDIF, c'est qu'on peut avoir des amplis avec ici un DAC après, et avoir une immunité au bruit, au ronflement, etc. Donc en fait, les sorties numériques c'est bien, mais alors après on pourrait utiliser autre chose que l'SPDIF, faire prendre des sorties I2S, mais il n'y a pas de normalisation spécifique au niveau des prises, des trucs comme ça. Il y en a qui acceptent tous les formats, d'autres moins. Il y a plutôt une guerre de compatibilité qu'autre chose. Au niveau du calcul, ici au niveau du DSP, c'est très important aussi. Parce qu'il n'y a pas que le réglage de volume. En général, le réglage de volume va surtout se situer à la fin. Mais ici, le DSP, il sert bien à quelque chose. Il sert à faire du filtrage, il sert à faire des corrections, il sert donc à modifier les niveaux de manière, ici, on va dire, plus fixe. Et lui, il faut qu'il puisse faire ses calculs sans saturation, sans perte, enfin, disons, avec le plus de précision possible. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser des DSP qui ont des précisions internes beaucoup plus grandes. Les 24 bits entiers, ça devient un peu limite. Maintenant, on a facilement des DSP, des processeurs ARM ou des trucs comme ça qui travaillent en 32 bits, voire 64 bits, et qui permettent de faire des calculs en interne, tous les calculs intermédiaires sans perdre trop de précision, et de se retrouver à la fin avec un nombre qui n'a pas subi des successions de réduction, amplification, qui ont tronqué des trucs, qui ont été remis d'équerre après, mais pas très bien. Il faut bien voir que dans le monde numérique, toute troncature est irréversible. C'est le pire cas, c'est j'ai un signal X, je le réduis à X sur, je sais pas, quelque chose, et après je le remultiplie par un autre gain. Par exemple, le même. Là, je n'ai pas retrouvé X. Je n'ai pas du tout retrouvé X. J'ai retrouvé quelque chose qui est tronqué. Donc, il faut absolument éviter les atténuations pluie amplification. Et le piège aussi, c'est l'autre sens, c'est multiplié par 10. En fait, on va se retrouver avec 2x parce que x fois 10, ça déborde par le haut. On va se retrouver avec 2x et après on divise par 10. Et en fait, on se retrouve avec x sur 5. Et en plus, on a une troncature complètement, enfin on se retrouve, c'est même pas x sur 5, c'est une valeur fixe descendue vers le bas. Donc, des gains cumulés avec des réductions, surtout sur des nombres entiers, c'est quelque chose qui est un vrai piège. Le DCX a ce souci, parce qu'on peut mettre des gains d'entrée, plus ou moins 15 décibels, des gains en sortie, plus ou moins 15 décibels, des filtres, des equalizers, des choses comme ça qui peuvent ajouter du gain. Il faut, quand on a un truc comme ça, quand on a ça en tant que filtrage, il faut calculer toute la chaîne, tous les gains minimum, maximum, de telle sorte qu'on déjà on ne dépasse jamais de zéro, mais on est le plus proche possible. Ça, il faut vraiment écrire tous les gains de la chaîne et la chaîne numérique, par exemple un DCX, prendre tous les trucs et toujours calculer vers le bas. Il faut vraiment se méfier parce que c'est vraiment le piège. Et quand on veut gonfler les basses, machin, on fout du gain dans les basses. Non, en fait, il vaut mieux réduire le signal et mettre un gain de telle sorte qu'au maximum, on ne va pas atteindre 0 décibel. C'est le piège. Donc, il faut tenir compte de toutes les opérations mathématiques qui vont être faites sur le signal, qui vont modifier le gain. De toute façon, elles ne font quasiment que ça. Donc, tout le calcul qui se fait là doit tenir compte du fait qu'on ne doit jamais, d'abord, avant tout, dépasser le 0. Même si les calculs intermédiaires, par exemple en flottant, peuvent dépasser et redescendre, c'est pas trop grave. Mais si on est sur des entiers, là, on va se retrouver avec des troncatures. Donc ça, c'est tout ce qui est filtrage. Après, tout ce qui est volume, après, bon, ben, ça, c'est plutôt en sortie que ça se passe. En général, le volume n'est pas dans le traitement du DSP en soi, il est plutôt dans le pilotage de la sortie. Alors, quand il s'agit de sortir un SPDIF avec un volume, évidemment, le DSP va sortir le nombre divisé, quoi. Donc bon. Alors, il existe une dernière technique avec les DAC. Alors ça, malheureusement, c'est pas très courant, même c'est quasiment, c'est rarissime dans le cas des DAC style Delta Sigma, les plus courants. C'est que en fait,
un DAC, d'une manière générale, c'est un DAC, ce qu'on dit multiplicateur. C'est-à-dire qu'on a une tension de référence. En général, c'est une tension de référence fixe, mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et ici, on a un nombre binaire. Et la sortie, c'est la tension de machin fois le nombre binaire. Ça, c'est le DAC d'une manière générale. Dans le monde audio, on suppose VRF est fixe. Mais dans un vrai DAC multiplicateur, VRF, c'est un signal analogique qui est modulé par un nombre numérique. Ça, c'est vraiment la définition générale du DAC. Alors, sur un DAC delta sigma, c'est quasiment impossible de le faire. Ce qu'il faudrait, si on veut régler le volume d'une manière analogique dans le monde numérique, c'est que le VRF soit modulé en fonction du volume. Que le volume soit réglé par VRF et le nombre, lui, ne bouge pas. Dans ce cas-là, la sortie va être modulée par une tension analogique. Dans ce cas, on va se retrouver avec quelque chose qui est beaucoup plus proche d'un potentiomètre réel. Alors, ça pourrait fonctionner avec des DAC R2R qui sont purement passifs. Donc, la tension de référence, elle traverse un pont diviseur, hein, c'est un peu ça. Par contre, dans un delta sigma, la modulation de VRF, ça ne marche pas. De toute façon, on ne pourra quasiment pas le faire varier, il risque d'y avoir des distorsions, des choses comme ça qui déboulent, et l'appareil pourrait très bien ne plus marcher. Donc malheureusement, dans les DAC habituels, on ne peut pas faire de variation de volume par la tension de référence. C'est dommage. Mais c'est une manière de le faire si on travaille avec des DAC R2R qui n'ont pas de régulateur de tension de référence intégré. Alors, je suppose par exemple Total DAC, qui fait un DAC R2R complètement passif, on va dire, pourrait tout à fait faire un réglage de volume purement par tension de référence et non pas par nombre, par calcul. C'est une autre manière de faire. Néanmoins, la règle finale dans tout ce qui est numérique, c'est vraiment travailler sur les nombres les plus larges possibles et mettre les réglages de volume le plus tard possible. Et évidemment, éviter, sauf c'est vraiment pas le choix, de faire du volume sur du SPDIF. C'est le cas le moins favorable parce que SPDIF est limité en taille, ça ne peut pas aller au-delà de 24 bits. Peut-être qu'en sortie I2S, ça pourrait aller mieux. Mais si on utilise directement des DAC, il y a moyen techniquement de faire. Alors là, tout dépend si on fait ses appareils soi-même. Évidemment, on choisira la voie la plus facile avec ses composants. Mais quand on achète un truc tout fait, malheureusement, on est obligé de faire avec. Donc, si on utilise un DCX, le mieux qu'on puisse faire, c'est déjà de ne pas l'utiliser en réglage de volume. Ça, c'est clair. Il ne sert qu'à éventuellement rééquilibrer quelques niveaux. En général, baisser les niveaux. Parce que l'amplification, surtout si on attaque en SPDIF, on peut très bien avoir du 0 décibel en entrée, et donc il ne faut pas qu'il y ait de gain nulle part, sinon on sature direct. Donc il faut que, dans le filtrage, il faut que jamais on ait à un moment donné plus de 0 décibel de gain avec un filtre, un équaliseur, un truc comme ça, jusqu'au bout. En général, on atténue plus qu'on amplifie. Et à part régler ces niveaux d'une manière fixe pour une raison X ou Y, on n'utilise jamais ce truc-là pour faire un réglage volume. Il vaut mieux prendre un potentiomètre multiple en sortie ou des potentiomètres commandés en tension, genre les PGA, je ne sais plus la référence, mais les trucs de Burr-Brown qui fonctionnent extrêmement bien. Mais ce sont des trucs analogiques. On pourrait très bien utiliser le potentiomètre ou utiliser ces puces-là qui sont commandables par un flux numérique. Et ce sont des solutions analogiques qui se mettent en sortie. Il n'y a pas vraiment d'alternative à ça. Sinon, si on mixe le tout, on va se retrouver avec quelque chose qui vraiment va pas être terrible, surtout si on pilote avec un PC qui rentre en SPDIF et puis en sortie on essaye de jouer avec le DCX. Déjà c'est pas pratique et en plus on risque de se retrouver avec des trucs pas assez atténués, avec du bruit, c'est pas utilisable. Alors dans le monde mix, le pire cas imaginable, en fait c'est le mélange de ça et du truc d'avant. Le pire cas imaginable, et là, je n'ai pas vraiment de solution à donner parce que je pense que c'est un mauvais choix global de la topologie de la chaîne. C'est par exemple avoir une cellule à, pareil, mobile, un pré-pré, RIA, un préampli, ensuite un DCX, ensuite des amplis, avec un haut-parleur à pavillon numéro 1, un deuxième ampli avec un autre haut-parleur à pavillon numéro 2 et un haut-parleur de grave dynamique standard. Voilà. Alors voilà typiquement le cauchemar sur Terre. Parce que ça, si par exemple on a une platine avec plusieurs bras, on a une DL103 et puis après on peut avoir une orthophone, je sais pas quoi, qui a un niveau beaucoup plus élevé. Là on peut avoir des rapports genre de 1 à 10, à 15, à 20 entre les niveaux sortis des bobines mobiles.
Donc ici, on peut se retrouver avec des saturations éventuellement ici. Bon, après, on peut avoir des réglages de niveau d'une cellule à l'autre. Bon, ce qui n'est pas toujours évident. Ensuite, on rentre. Alors ici, on est en général dans du grand public, qui veut dire qu'on est de l'ordre du volt. Ici, on rentre dans le milieu pro. Alors déjà, on est en général en asymétrique. Ici, on va rentrer en symétrique, faux symétrique, avec un truc pas terrible. Ici, on est dans le milieu pro. Donc, on est de l'ordre des 10 volts. Bon, déjà, on perd 20 décibels. Ça veut dire qu'on perd à peu près 3 bits. En gros, un bit, on perd 6 décibels. On divise par 2. Donc, déjà, ici, on perd un peu plus de 3 bits, rien que de brancher ça sur ça. Bon, ça commence bien. Donc, ici, les réglages, les filtrages, etc. Bon, on a des volumes d'entrée, des volumes de sortie, les filtres eux-mêmes. Bon. Ici, on sort en symétrique. Et ici, en général, on a des amplis et trucs comme ça qui sont grand public. Donc ici, on attaque trop fort. Donc on est obligé déjà d'avoir des atténuateurs là. En plus des potentiomètres qui vont forcément se retrouver à peu près par ici. Bon. Ici, on va avoir des amplis différents, parce qu'on aime bien les tubes pour les pavillons, on aime bien les machins pour les haut-parleurs graves. Donc déjà, alors les gains sont tous différents. Et en plus, ici, on va avoir du 110 décibels par watt. Ici, on va avoir du 95, genre 15 décibels d'écart entre les haut-parleurs. Et là, c'est l'enfer, parce que ici, il faudrait réduire. Ici, il faut réduire de on ne sait pas trop combien, avec des potentiomètres. Mais la réduction de ça peut jouer avec le potentiomètre. Si on met que des résistances là, on peut avoir des conflits entre deux diviseurs. Donc, il faudra mettre un séparateur ici. On peut essayer de corriger les haut-parleurs avec le DCX. C'est pourri. Parce que déjà, on a déjà trop de tension et on n'arrivera pas à descendre parce qu'on ne pourra pas descendre plus de 15 décibels. Déjà ici, on a au moins 15 décibels d'écart. À la limite, le mieux, c'est de faire des réductions au niveau du haut-parleur. Déjà, on peut déjà rattraper des choses. Et voilà le pire cas imaginable. Et à mon avis, quand on est là-dedans, on a foiré son coup. Après, je dis ça, c'est exactement ce que j'ai. Hein. C'est pour ça que je ne veux plus utiliser ça. C'est parce que c'est trop pénible à essayer de le gérer. Et en fait, ça ne marche pas bien. Le système, il y a des voies qui sont plus bruyantes que d'autres. On a des plages qui sont moins faciles à régler que d'autres. C'est le pire cas qui soit. C'est quand on fait des trucs hétérogènes, par élément, avec des trucs qui partent dans tous les sens. C'est ingérable. Donc ça, c'est vraiment le cauchemar. C'est ce qu'il faut éviter. Quand on veut faire un système, il ne faut pas tomber là-dedans. Surtout si on fabrique soi-même. Si on achète ces éléments tout faits, vaut mieux faire appel à un professionnel sérieux qui va faire un ensemble cohérent à ce niveau-là. Mais hors de question de faire ce genre de patchwork parce que ça ne marche pas bien. On arrive à faire des trucs qui marchotent, mais alors le pire c'est avec ça. Bon, si on attaque avec un PC, ben, le réglage de volume va se faire au niveau du PC. Alors c'est encore pire parce que ça se fait avant. Donc et le PC va attaquer à niveau pro, donc voilà. Alors éventuellement, le PC peut attaquer en SPDIF. Bon, mais le problème c'est que le réglage de volume va faire que le SPDIF va être dégradé plus ou moins. Bon, si c'est du 24 bits, c'est encore utilisable, hein, mais bon, vaut mieux faire de l'atténuation de l'autre côté. Et éventuellement utiliser le DCX pour rattraper un peu les trucs. Mais bon, voilà, c'est une situation quasiment inextricable, surtout à cause des appareils pro qui sont utilisés là. Il vaut mieux éviter les appareils pro, il vaut mieux prendre des cartes style Najda ou des trucs comme ça, parce qu'elles sont sur des niveaux grand public. Le DCX maintenant, on a sauté dessus parce qu'à l'époque c'était ce qu'il y avait, c'était très pratique, sauf que dans le milieu pro, les niveaux ne sont pas les mêmes et ça pose des gros soucis. Surtout en sortie, on va très fort là-dedans, on est obligé d'atténuer, c'est pas vrai. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment le cas qu'il faut éviter. Quand on veut faire une chaîne cohérente, il faut éviter ce genre de truc. Voilà. Sauf si on aime bricoler, mais bon, après, il ne faut pas s'attendre à avoir un cas idéal. Alors, le dernier truc, c'est ce que j'appelle le volume distribué. En fait, j'en ai déjà parlé, en fait, je suis allé un peu trop vite, bon, tant pis. C'est le fait, c'est souvent avec des DAC que ça se passe. Donc, les DAC qui sont sortis avec soit un potentiomètre intégré, mais en fait, qui va agir dans la modulation et la sortie. Donc jamais on ne touche au niveau qui rentre au niveau numérique du DAC. Soit on utilise un DAC avec
en fait un gain variable en sortie. Alors c'est les PGA, je crois que c'est 1541, je sais plus, quelque chose comme ça. Là je fais la tête, je ne l'ai plus en tête. Je sais pas si je l'ai noté ça, je crois pas. Non, c'est ces PGA, les potentiomètres numériques, je crois que c'est 15-12, quelque chose comme ça. Enfin bon, qu'importe. Ce sont des ampli-op dont on peut commander le gain par des nombres. Et dans ce cas-là, le DAC, lui, il est attaqué directement et on change le gain en sortie. Ou alors, soit le dernier truc, mais ça, malheureusement, on ne peut pas trop le faire avec les DAC habituels, c'est de moduler la tension de référence et entrer. Voilà. Ça, c'est les trois modes mixtes, j'appelle mixtes. Volume distribué, parce que le volume ne se fait pas forcément dans le domaine numérique, mais il ne se fait pas dans le domaine analogique, sauf ce système-là. Mais ce système-là, il est quand même piloté par un DSP au niveau numérique. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que c'est un système mixte. C'est qu'il y a à la fois du numérique et de l'analogique en même temps. Parce que le potentiomètre dans le DAC, il est commandé par une valeur numérique. Ça, c'est commandé par une valeur numérique. Et ça conditionne l'étage de sortie du DAC. Donc ça, ce sont des méthodes mixtes de réglage de volume qui ne sont pas toujours disponibles. Mais ça et ça existe chez les PCM 17, alors je ne sais plus si c'est 92 ou 96, c'est un des deux qui a le volume. Le SS, les ESS, eux ils ont ça. Ça, bon ben, tous les autres qui ne peuvent pas le faire, ben, on peut mettre un PGA, quelque chose piloté par un microcontrôleur. C'est bien, c'est qu'on peut à la fois piloter tous les DAC en même temps et mettre un offset dans chacun pour rattraper les différences de niveau. Donc ça, je pense que ça c'est une des solutions universelles qui marche très bien parce que ces PGA ont un ampli-op de très très haute qualité. Ils sont très peu bruyants, ne font pas de clic en changeant et existent en version 5 volts pour du grand public ou en version plus ou moins 15 volts pour du pro. Donc on peut utiliser ces trucs-là et un peu de travail sur un microcontrôleur, on peut faire une centrale de volume multiples avec des offsets pour chaque voie qui permettent déjà de rattraper. Je pense que ça, quand on a un truc hétérogène, faire un système comme ça permet de résoudre pas mal de soucis parce qu'on va vraiment travailler sur le signal au niveau analogique et c'est assez précis, ça marche assez bien. Ça, c'est plutôt anecdotique, malheureusement, les DAC habituels du commerce ne permettent pas. Voilà, donc là, bon, j'ai survolé. Il y a tellement de choses à en dire à ce niveau-là, je suis obligé de trouver quelques exemples types, mais c'est pas un problème simple. C'est un problème vraiment difficile à résoudre. Chaque cas est particulier. C'est exactement comme le problème des ronflettes et boucles de masse. Les règles sont simples, mais alors les situations sont quasi infinies et c'est du cas par cas. Néanmoins, il faut pouvoir mesurer ces niveaux à tout point de la chaîne pour voir où est-ce qu'il y a un problème. Il faut vérifier quelles sont les valeurs des potentiomètres, s'ils ne sont pas trop élevés, si c'est pas un peu trop bruyant. Il faut vérifier si les flux numériques sont les plus larges possibles au niveau précision, ne pas s'arrêter assez vite parce que là, par contre, on peut avoir vraiment des grosses pertes. Faut vraiment vérifier tous les éléments, les mettre sur papier, avoir un schéma et de voir comment optimiser le truc après coup. Déjà, rien qu'en faisant ce travail, et c'est long, parce qu'il faut mesurer, il faut regarder, il faut vérifier. Des fois, on a l'impression qu'il se passe un truc, mais en fait, c'est autre chose qui se passe. Hein. Comment c'est configuré, c'est des fois assez tordu, et des fois, c'est pas évident. Donc, il faut pouvoir faire son schéma, regarder, et essayer à la fin de trouver la configuration la plus raisonnable. C'est délicat, c'est pas toujours évident, et quelquefois, il faut changer le système, ou au moins changer certains éléments qui sont incompatibles. C'est une des sources d'incompatibilité entre éléments dans un système. Et c'est pas toujours montré, affirmé par les vendeurs, parce qu'ils n'en savent rien. En général, ils n'ont aucune idée des niveaux de sortie, d'entrée des appareils, les impédances de sortie, les impédances d'entrée, ils ne savent pas vraiment. Et ça, c'est dommage, parce que c'est vraiment fondamental si on veut un système équilibré avec un bon compromis sur toute la taille des signaux sur toute la chaîne. Idéalement, c'est avoir tout pareil et atténuer à la fin. Et ça, on ne peut pas toujours le faire. Donc, si on achète des appareils, il faut prendre des appareils incompatibles. Si on les fabrique soi-même, il faut déjà avoir une vision d'ensemble de son système et faire quelque chose de cohérent. Il ne faut pas mettre après coup des trucs et à la fin foutre un DCX là-dedans, ça fout tout en l'air et finalement ça ne marche pas bien. Moi, j'ai tenté de résoudre ça avec ma centrale qui marchait assez bien parce que j'utilisais le système avec les PGA. Je crois que c'est 4311 la référence. Je crois que c'est PGA 4311. J'ai utilisé les quadruples, version A. J'ai utilisé ça, ça marche bien, ça permet de résoudre pas mal de problèmes lorsqu'on a du DCX. Mais ça, c'est quand on peut faire son système, quand on peut le fabriquer. Sinon, c'est les bidouilles avec des multiples potentiomètres, etc.
Ça fait ces gros bricolages et c'est pas toujours super efficace. Surtout quand on peut se retrouver avec des potentiomètres linéaires, donc les réglages de volume ne sont absolument pas réguliers. Logarithmique, mais il y a des grosses différences entre les pistes. C'est très difficile à résoudre et ça coûte très cher. Donc voilà, c'est vraiment un aperçu de toutes ces limitations. C'est difficile, c'est pas trivial du tout, mais c'est fondamental de prendre vraiment beaucoup de temps à étudier son système pour voir où sont les points faibles et comment les résoudre.